Qu'est-ce qui est différent dans cet univers-là? Eh bien, dans votre version finale, vous la jetterez à la poubelle, cette introduction. Maintenant, je crois qu'il est encore plus important que par le passé de respecter la règle qu'on donne sous la forme américaine en disant « show, don't tell ». Ne racontez pas, montrez, donnez à vivre. Dans une histoire, maintenant, on plonge directement dans l'histoire, au cœur dans la vie des personnages, dans un moment, et souvent dans un moment où il y a déjà de la tension. On n'amène plus les choses tranquillement comme on l'a fait pendant longtemps. Est-ce que c'est pas une... C'est peut-être aussi parce que j'écris des nouvelles que j'y suis sensible. Quand on écrit des nouvelles, c'est le principe de l'immersion brutale, directe et immédiate. Sinon, la nouvelle, ça marche moins bien si on prend son temps d'expliquer tout un tas de trucs. La conséquence aussi des séries, peut-être tout de suite addictives, où on se met tout de suite en action. On peut tout transmettre. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Alors moi, c'était plus une question de l'apport de la science-fiction vers la science. La science-fiction, c'est un peu un univers, ça peut être même une forme de projection, même pour une société. Par exemple, on a peut-être rêvé d'objets volants avant peut-être de savoir les concevoir. Et en fait, les scientifiques, c'est aussi des humains, ils ont aussi ils sont imprégnés un peu de ce qu'ils peuvent lire, de ce qu'ils peuvent découvrir dans la fiction. Et dans quelle mesure des scientifiques auraient pu inventer des choses ou être guidés vers certaines trouvailles grâce à la science-fiction? Alors, je connais assez peu d'exemples, je vais quand même en citer un juste après, mais de manière générale, là l'exemple que vous avez pris qui est on a peut-être pensé, imaginé de pouvoir voler avant de savoir le faire. Oui, mais c'est pas pour ça que ça a fait voler les gens, quoi. Donc le fait d'imaginer des choses, c'est pas ça qui donne les moyens scientifiques et techniques de les faire. Je ne connais pas personnellement, c'est une question que j'ai vu poser plusieurs fois en présence d'autres gens plus intelligents que moi et qui n'avaient pas non plus. J'ai pas d'exemple précis de technologies qui ont été inventées parce que quelqu'un l'avait imaginé dans des romans. Du point de vue de la physique, hein, je suis en train de parler uniquement de ça. En revanche, j'ai un exemple qui est celui de Interstellar. Kip Thorne, ce fameux prix Nobel là, qui étudie la relativité générale, qu'il a même développé en partie, il s'est intéressé au concept de trou de verre et aux manières de voyager dans le temps avec ça, parce qu'il avait commencé à écrire le scénario du film qui en fait devait avoir été fait avec Kubrick, n'a pas été fait, et est devenu Interstellar après. Mais c'est effectivement en écrivant de la fiction pour un réalisateur qu'il s'est posé des questions et il s'est dit tiens, en fait cette question-là, du point de vue scientifique, je vais aller le creuser. Mais alors, il faudrait demander à Kip Thorne, d'ailleurs il sera en conférence dans 2 semaines à Grenoble, je vous invite à aller le voir. Non, mais on a la chance de l'avoir, quoi. Donc voilà, il faudra lui demander, mais j'imagine que pour lui c'était plus un amusement au début qu'autre chose, hein, genre, tiens, il y a un challenge, il y a un réalisateur qui me pose une question, ah ouais, ça va être rigolo d'aller voir dans les calculs ce que ça donne et tout ça, puis après il se trouve que ça a été fructueux et qu'il a trouvé des choses intéressantes, mais vous dites les scientifiques sont des humains, oui, bah en fait ils aiment s'amuser, c'est souvent comme ça que ça part, hein. Il y a beaucoup de choses qui partent de ça, plus que de l'imagination, de choses qu'on aimerait savoir faire. Alors, je me souviens que la question avait été posée un jour où Jean-Claude Duniac était présent, qui est auteur de science-fiction, mais qui travaille dans le secteur de l'aérospatial, et qu'il avait tout un tas d'exemples à donner justement au moins d'une esthétique, mais peut-être un petit peu au-delà de l'esthétique, de passerelles comme ça qui avaient aidé les scientifiques à concevoir certains types d'objets. En tout cas, quand on va du côté de l'informatique, je suis sûre qu'on en trouve beaucoup plus facilement. Et les 3 lois de la robotique d'Asimov, je ne connais pas un informaticien qui n'ait pas ça en tête. Et bon, il y a d'autres choses, mais il y a des jalons comme ça qui sont passés dans une culture commune, y compris dans une culture scientifique, et qui ont laissé une empreinte. Et c'est pas contradictoire. Enfin, ça peut laisser une empreinte sans donner des pistes sur comment développer la connaissance qui est derrière, en fait. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, allez-y. Alors, ça rejoint un peu la question précédente. Comme dans la science-fiction, on se sert souvent de la science comme prétexte pour traiter de problèmes sociétaux.
est-ce que ça vous permet, vous, d'avoir un retour sur votre travail ou de prendre du recul par rapport à ça? Alors, je vais prendre le vous de manière collective et je vais laisser la parole à ma collègue. Bon, alors, moi, en tant que scientifique, moi, je fais de l'astrophysique théorique, en fait. C'est-à-dire que je fais de l'astrophysique des particules. Je m'intéresse à comment est-ce que, dans l'espace qui est juste au-dessus de la Terre, des particules microscopiques peuvent interagir pour en donner d'autres qu'on pourrait détecter. L'impact sociétal de ça, en fait, il est probablement très très faible. Et du coup, c'est pas des questions sociétales posées par la science-fiction, c'est pas des questions qui me sont posées en tant que scientifique. Éventuellement en tant que citoyen, mais là du coup vous avez tous autant votre avis que moi. Donc je pense qu'il faudrait poser la question à des gens qui travaillent sur des sujets plus sensibles, plus ancrés, les gens qui travaillent sur les nanotechnologies, sur l'intelligence artificielle. Ah bah ça tombe bien, il y en a une ici. Eh bien justement, en t'écoutant, j'étais en train de me dire que je me relie plus facilement parce que je suis du côté des sciences humaines et sociales, et donc que mon travail m'amène à aborder des questions des mutations au sein de la société, quand telle ou telle chose change. Donc oui, ça rejoint mon travail. Maintenant, quand on est un scientifique, je vais vous raconter comment ça se passe, mon travail. Tu n'écoutes pas? Tu cries pas? Alors, chez nous, pour être considéré comme un chercheur et progresser dans sa carrière, il ne suffit pas de publier, il faut avoir des publications qualifiantes. Les publications qualifiantes, ce sont les grandes revues qui ont une légitimité dans le domaine parce qu'elles ont tout un processus d'évaluation, etc. Donc, ces revues, de par leur processus de légitimation qui vérifie que tous les travaux que nous soumettons s'appuient sur des travaux antérieurs, sur un solide état de l'art, en gros, racontent des choses sur une piste qui a déjà été abondamment creusée. Autant dire que dans ces revues qualifiantes, il n'y a pas une énorme place pour l'originalité, la fantaisie, mais même tout simplement pour l'innovation. On a beaucoup plus de chances d'être accepté si on travaille sur un sujet auquel la revue a déjà consacré 10 ou 15 ou 25 papiers. Si vous êtes le premier à proposer de publier sur un truc, vous n'avez pratiquement aucune chance d'être accepté. Alors à côté de ça, il y a des lieux qui sont censés permettre un peu plus d'innovation, d'originalité et l'apport de connaissances nouvelles. C'est les colloques, par exemple, qui sont plus ouverts. Mais dans mon équipe de recherche, les budgets ayant baissé de manière drastique, on ne finance plus les colloques que sur les axes prioritaires de l'équipe de recherche. Tout travail qui se situe en dehors de ces grandes thématiques considérées comme celles qu'on va gérer en traiter en priorité, ont très peu de chances de se faire financer. De fait, moi je suis une scientifique frustrée qui se sent enfermée depuis longtemps, mais de plus en plus, à n'avoir une légitimité scientifique que quand on travaille sur les sujets sur lesquels tout le monde travaille et sur lesquels tout le monde dit à peu près la même chose, ce qui est très énervant. Je fais un tableau un peu sombre, je ne sais pas si on vit la même chose en physique. Moi, pour ma part, je le vis bien parce que la science-fiction me permet justement d'aller creuser des idées atypiques et originales, et personne ne me demande rien à part mon éditeur, qui est très bien, qui est très gentil et qui est très beau. Mais heureusement qu'il y a ça à côté. Donc voilà, la science alimente la science-fiction quelquefois par des voies inattendues. Allez, on a encore 5 minutes pour une dernière question, si quelqu'un en a une. Une fois, deux fois, trois fois. Oui. À la troisième. Hein. Je ne sais pas très bien comment formuler la chose, mais on est en train de parler de biotique et de choses scientifiques concernant l'humain, et Dieu sait si c'est humain. La science-fiction, j'ai l'impression qu'elle intervient aussi dans ce genre de choses. Comment est-ce que... Alors la littérature n'a rien à faire là-dedans, mais
Comment vous voyez ça? Et puis, la littérature, elle pourrait aussi s'y mettre. Voilà, c'est un peu confus dans ma tête, non, mais voilà, vous comprendrez bien en tant que scientifique. Non, je suis pas plus intelligent que vous, c'est pas ça, mais en fait, je vais peut-être tordre la question, du coup, vous n'allez peut-être pas la reconnaître, mais donc, en tant que scientifique, ces questions-là sur l'éthique et tout ça, il y a certains domaines dans lesquels elles se posent de manière évidente, où même les gens qui publient sont obligés d'y répondre pour pouvoir être publiés. Les gens qui font de la biologie, les gens qui font des expérimentations animales et tout ça, c'est clair qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent ça dans le respect de l'autre. Si on met des médicaments sur le marché, il faut que ça soit testé, tout ça. Moi, encore une fois, en tant qu'astrophysicien des particules, c'est des questions qui n'appartiennent pas du tout à mon domaine. Et moi, à aucun moment dans ma vie professionnelle, on me demande des comptes de ce point de vue-là. Et voilà, en tant que citoyen, je suis inquiet aussi, en tant que vous, c'est pas du tout la question. Et alors, du coup, pour y répondre quand même plus positivement, la littérature, moi, quand je la lis, la littérature de science-fiction, oui, elle m'aide très certainement, parce qu'elle pousse, certains ouvrages poussent assez loin des hypothèses de départ. Si on continue à vivre comme ça, prendre l'avion tout le temps, etc., qu'est-ce que ça va devenir? Vous avez pas mal d'ouvrages apocalyptiques qui vous expliquent comment on va tous mourir. Et l'air de rien, ça nous aide. Parce que c'est pas vrai, on n'est pas encore tous morts, c'est dans un livre et il y a encore moyen, il y a encore temps de changer. Mais voilà, c'est des gens qui imaginent pour nous ce qui pourrait se passer si, etc. Si on continue comme ça, par exemple. Donc, en ce sens, moi, je trouve que la littérature de science-fiction est absolument fondamentale et cruciale. Alors, la bioéthique, c'est vraiment une excellente thématique pour la science-fiction qui s'en est beaucoup emparée. Et j'étais en train de penser, en vous écoutant, à une nouvelle, tu m'aideras peut-être à retrouver de qui elle est, qui raconte une nouvelle très touchante, qui racontait l'histoire d'une petite fille en attente d'une greffe. Et on avait réussi à faire évoluer génétiquement des cochons pour les rendre compatibles avec les humains qu'il fallait greffer. Et donc, elle était en attente de la greffe du cœur de cochon qui avait été élevé pour être compatible avec elle. Et l'histoire racontait tout simplement au niveau de la petite fille toutes les questions, toutes les angoisses, tout ce que ça provoquait chez elle en termes de doute et d'inquiétude. Et c'était très très humain et très touchant. Tu te souviens, c'était dans Histoire de cochon de Sylvie Denis et Roland Wagner, il me semble. Publié en 97. Exactement. Bon, je m'en souviens pas du tout. Mais la science-fiction, elle ne fait que ça. Elle ne fait qu'interroger le monde en permanence et tirer les fils pour s'interroger sur ce que ça va devenir. Et sur la bioéthique, la science-fiction, elle adore ça. Les trois de la robotique, c'est exactement ça. C'est se poser des paradoxes, quoi. C'est quand on croit faire quelque chose de bien, comment finalement ça a des conséquences négatives. Et les neurosciences aussi, hein, mais toutes les sciences sociales, hein, de manière très simple. 1984, c'est ça. Hein. Tout ça besoin de surveillance. Il m'est arrivé, par curiosité, de lire des livres pour adolescents et jeunes. Et je suis frappée. Alors, c'est ma petite fille qui me conseille, donc c'est filtré. Mais j'en ai quand même lu finalement beaucoup, et je me rends compte, alors elle n'est peut-être pas représentative de sa génération, mais je me rends compte qu'ils sont nourris, en tout cas elle est nourrie à la fois de questions sociales, parce que cette petite fille, je n'ai pas lu ce livre-là, mais cette petite fille, elle est à l'école, elle est avec tout le monde, donc à la fois c'est leur vraie vie, et à la fois c'est quelque chose de complètement hors planète quand même, enfin, en tout cas pour moi. Mais pas tant que ça, quand vous avez des manifestantes qui se déguisent en servantes écarlates, comme la série, pour dénoncer des lois qui posent des problèmes en termes d'avortement aux États-Unis, vous avez un lien fort entre fiction et réalité, quoi. Et la série, elle fait pas œuvre d'imagination, elle pousse simplement, et si on tirait ce genre de théorie au maximum. Et d'où la responsabilité des auteurs. Parce que les jeunes sont quand même encore plus facilement influençables et imprégnés. Bon, quand un scientifique lit ça, il met de la distance.
Mais quand on a 13-14 ans, cette distance, elle est quand même plus compliquée à avoir. Alors, déjà, il y a quelque chose qui me semble très rassurant, c'est que à n'importe quel âge, je pense qu'on est tous capables, même les jeunes, très jeunes, de faire la différence entre ce qui relève de l'imaginaire et ce qui relève de la réalité. Et que l'imaginaire, c'est probablement le meilleur point d'entrée qu'on puisse avoir pour essayer de comprendre le monde dans lequel on est. Parce qu'on est dans un monde qui, en plus, la tendance s'accélère, est de plus en plus complexe et pratiquement incompréhensible. Enfin, il y a des tas de choses qui deviennent incompréhensibles sur le plan politique, sur le plan des décisions qui sont prises. Il y a des tas de choses qui sont... Et la science-fiction, je vais redire encore la même chose, mais elle donne une énorme liberté au sens gymnastique de l'esprit. Je suis capable d'accepter, de réfléchir à un truc qu'on m'a toujours présenté comme étant évident. Eh bien, quand on se donne cette liberté-là, on peut affronter beaucoup de choses. Et moi, autant je trouve normal que les enfants aient besoin de lire de l'imaginaire, en sachant que c'est de l'imaginaire, mais que ça les construit pour leur présent et pour le réel. Autant je suis toujours effarée et stupéfaite de constater le nombre d'individus adultes qui estiment qu'ils n'ont plus besoin d'imaginaire dans leur vie. Je ne comprends même pas comment ils font. Moi, je ne pourrais pas vivre si je n'avais pas de l'imaginaire pour garder ma souplesse mentale dont j'ai besoin tout le temps. Parce que ce monde, il est difficile, il est un peu terrifiant. Et moi, c'est ma béquille, c'est pas une béquille, parce que c'est mon point d'entrée dans le vrai monde qui m'aide à lui donner du sens, tout le temps. C'est bien, moi, juste un beau mot de la fin. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis, on remercie donc Sylvie et Richard de leur présence, on remercie la médiathèque et la Fête de la Science. On a quelques livres de Sylvie pour ceux qui seraient intéressés, qui voudraient aller jeter un œil. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne fin de samedi. Bonne soirée. Merci.